Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à la bande dessinée La Lame, donc Star Wars, la Haute République, phase 2, La Lame de Blade en anglais. Ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, je retrouve Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Salut Francis, salut à tous, ça va super bien, très excité de parler de ce comics en votre compagnie. Excellent. Comme à l'habitude aussi, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. On vous invite à rejoindre le groupe, que vous soyez du Québec ou non, groupe Facebook. Donc, facile à trouver, Star Wars Littérature Québec. Je crois que suite à la Grande Purge, ils se sont renommés SW, Littérature Québec, hein, pour éviter les problèmes qu'on a vécus. Donc, voilà, on vous invite, par exemple, à publier sur le groupe vos critiques. Hein, quand vous finissez, par exemple, une lecture Star Wars, ben, c'est très cool de mettre une petite critique rapide, votre petite note personnelle. Donc, voilà, venez faire un tour sur le groupe. Et je dis le groupe Facebook, mais il y a aussi les autres médias sociaux, l'Instagram et compagnie. Donc, voilà. Un petit WhatsApp récent, Jean? Oui, toujours le WhatsApp. Donc là, qu'est-ce qu'on a fini? Récemment, on a fini la mini-série Yoda en 10 Ouais. numéros. Et moi qui pensais m'ennuyer, tu vois, devant les aventures d'un perso qui m'intéresse, mais vite fait, quoi, pas des masses, quoi. Mm-hmm. J'étais vachement agréablement surpris par la lecture. Ouais, 10 numéros, un petit fil rouge tout du long, là, des flashbacks d'aventures de Yoda à différentes époques. Donc c'est très très sympa, notamment les 5 derniers, là. Ouais, vraiment, je conseille la lecture d'un tome qui sortira en France, les 10 numéros ensemble, en un seul tome, chez Panini, donc bientôt en fin d'année, j'imagine. Ce sera Mm. peut-être début d'année prochaine, je sais Sera le plus gros, le plus volumineux des albums Star Wars là, chez pas. Mhm. Panini du canon. En tout cas, Ah je oui, crois que dans le Légende, il y en a déjà. Mais un 10 numéros, je crois qu'on n'avait jamais eu ça. c'est ça. Ce qui était intéressant peut-être à mentionner, c'est que c'est ça, c'est plusieurs arcs différents, on va dire, là, cette série-là, une mini-série de 10 Mhm. numéros. C'est Et pas, ouais, je ouais. crois que c'est drôle parce que ça ne va peut-être pas rejoindre toujours les mêmes fans des différentes arcs, que ce soit en style de dessin ou en histoire. Mhm. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est ça que je veux dire, là, dans ces Ouais. 10 numéros-là. Moi, je m'attendais à rien de cette série-là, Yoda, et j'ai été très agréablement surpris. Voilà, comme quoi, voilà. Moi, c'était un peu pareil. J'attendais à être déçu en fait, et puis finalement non. Ben, Donc non, très bonne c'est encore surprise. mieux. Excellent. Moi, je vais rester sur la même ligne que toi aussi. Rattrapage comics. Comment dire, je me surprends à bien aimer des histoires, par exemple, de la série Docteur Aphra. Ah, Donc, alléluia. c'est quand même à souligner parce que c'est ça depuis le reboot, là, on va dire, depuis l'édition 2020, là, j'aimais un Mhm. peu moins. Donc, voilà, Mhm. je l'ai dit. Et GF m'entendra, donc lui qui a qui est devenu allergique au Docteur Aphra. Ah oui, il déteste vraiment. C'est Moi, c'est le c'est son. caméo que je continue d'espérer en live action. Dans une série quelconque, retrouver le Docteur Aphra, ne Ouais. serait-ce que vraiment rapidement, un peu comme on a eu Christian Lenoir, là, Black Ah Chrysanthemum. oui, C'est ça. épique. Avoir un personnage de comics devenu si important comme Aphra en live action, ce serait quand Ah, même très cool pour les fans comme nous des ah comics. oui, ce serait un rêve, quoi. JF va me détester, mais un film, Docteur Afra, Oh! ça serait l'idéal. Ce serait peut-être la comédie qu'il pensait faire avec Solo, mais que finalement, ça Eh, a complètement changé de ouais, lignée. pourquoi pas. Parce qu'effectivement, à Afra, on peut être dans le très comique. Là. Bon. Euh,
Donc voilà, on va peut-être rappeler très rapidement de vous réabonner à nos réseaux sociaux, surtout ceux de Meta, suite à la grande purge de tout ce qui s'appelle Star Wars. On a fait partie des premières victimes, donc on n'a pas pu se prémunir. Donc voilà, on voit à l'écran Star Wars en direct, podcast, vous allez nous trouver sur Facebook, et du côté d'Instagram, SW en direct. Donc voilà, merci de vous réabonner si ce n'est déjà fait. Sur ça, on va passer en hyperespace. On va attaquer le clou du sujet. On se revoit de l'autre côté. C'est pas un piège, cette fois-ci. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Nous revoilà. Donc voilà, on est aujourd'hui ici pour parler de l'album La Lame. Bon, il y a plein de titres et sous-titres aussi. Là, c'est Star Wars, La Haute République, phase 2, La Lame. Mais bon, je ne sais pas à quel point c'était essentiel de le mentionner. C'est un personnage, hein, que c'est son surnom, La Lame. Donc, cherchez pas plus loin. On parle des comics numéro 1 à 4. C'est vraiment une mini-série là, de juste 4 numéros, 96 pages, 16 €, chronologie, comme le reste de la phase 2. On est en moins 382. Au scénario, on est avec Charles Soule, mon préféré, Marco Castiello au dessin, et ça, ça varie. En tout cas, même à l'intérieur des mêmes numéros, on retrouve aussi Jetro Morales, au dessin là, avec Marco Castiello. Et aux couleurs, on a un nom, là, les gens savent comment je suis très bon avec les noms étrangers. Donc voilà, Jim Charalampidis. Voilà. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est grec ou quoi, Charalampidis. Tout ça pour dire que, on en parlera tout à l'heure, le dessin, couleur, tout ça. Donc, Jean, si tu pouvais nous faire un petit résumé vite fait de ce qui se passe là-dedans. Ok, donc résumé qui spoilera l'intrigue de ce tome-là. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, revenez après l'avoir lu. Donc, on commence sur la planète Boneworld. On fait la connaissance de Porter Engle, un maître Jedi qui aime cuisiner. Il aide la populace locale, mais malgré ses efforts, ses plats ne sont pas souvent appréciés. On y rencontre aussi Barash Sylvain, qui est la sœur de Porter, qui est elle aussi Jedi Master. Tous deux vont régler une petite querelle sur Boneworld, là, avant de retourner au bureau de la frontière pour prendre une nouvelle mission qui les amènera sur la planète de Gansevoor. Sur place, ils vont rencontrer les dirigeants de Firevale, qui est une cité assiégée par une armée d'un clan rival appelé les Bétunes, et commandée par le charismatique Marshal Tozen. Et on n'a pas d'explication, enfin les gens de Firevale n'ont pas d'explication concernant ce siège d'ailleurs. Eux pensent que c'est la possession d'une certaine ressource minière plutôt précieuses sur cette planète qui poussent les Bétunes à assiéger le château. Et la vraie raison que les Jedi vont vite découvrir, c'est qu'en fait, Firevale aurait kidnappé leur princesse. En fait. Ça, c'est pas bien. Faut pas kidnapper les princesses des autres. Donc voilà, malgré un cessez-le-feu là, qui est demandé par les Jedi, donc ils vont aller discuter, voir avec Tozen, tout ça, ils vont les calmer un petit peu. Cessez-le-feu, petite enquête pour voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les bails. Les Jedi vont apprendre que la princesse a apparemment fui délibérément de Béthune et trouvé asile au château de Firevale, et même, qui plus est, la femme du prince de Firevale, donc petit mariage secret, tout ça. Le temps que Barash enquête sur l'affaire, Porter va se confronter aux mercenaires et les confronter de patienter encore plus longtemps, là, parce que là ça chauffe. Barash donc va rencontrer la princesse, va lui annoncer la princesse annonce à Barash qu'elle est enceinte du prince. Encore pire, elle est non seulement elle est mariée, mais en plus elle est enceinte. Et que elle pense pas que son peuple, les Bétunes, acceptera la situation. Par contre, elle veut rester avec son prince au château. J'ai vraiment pas l'impression de parler Star Wars. Là, prince, princesse, on château. On est pas dans du Disney classique ou même dans des mythes grecs. Là. On est très dans l'Iliade, dans tes cas, avec Troie, là, la bataille de Troie. Oui, c'est ça, la bataille de Troie. Ça va être très ça. Bon, bref, au final, les Bétuniens et les mercenaires vont attaquer la cité et Porter va se mettre au travers de leur chemin pour une grosse scène de baston. Porter va se confronter au chef des mercenaires, donc le général Vies, la générale Vies d'ailleurs pour être précis. Aussi, ces mercenaires employés à la base par les Bétuniens vont les trahir et le général Tozen et d'autres grands dirigeants bétuniens vont se faire tuer par leurs propres mercenaires en quelque sorte.
Barash, lui, va découvrir que la princesse, Barash, elle, va découvrir que la princesse lui avait menti sur sa grossesse. C'était juste en fait un plan entre la princesse et le prince pour faire abdiquer la reine et devenir dirigeant de la planète avec le prince en fait. Donc la princesse va demander aux Béthuniens de se rebeller contre les mercenaires qui ont tué le général Tozen. Les mercenaires vont prendre peur et s'échapper, vont se barrer de la planète. Tout est bien qui finit bien, tout est bien, sauf peut-être pour Barash qui pense quand même s'être trompé. On parlera du caractère un petit peu particulier de Barash comme Jedi. Mhm. Elle pense avoir commis une grosse erreur et lors de cette mission, elle va décider de prendre ses distances avec l'ordre Jedi. Et voilà, ça finit cette mini-série, donc en 4 numéros. Voilà, voilà. Excellent, merci Jean. Moi, je vais faire un avertissement de début. J'avais adoré le personnage de Porter Engle dans la phase 1, donc il était à la fois dans la lumière des Jedi, il était aussi euh, Ben, quasiment. voyons, deuxième sur Valo, là, voyons. Il était Rising aussi. Storm. Ouais. C'était quoi en français? L'orage gronde, quelque chose comme ça. C'est Bref, ça. personnage très impressionnant, avec des talents très particuliers et une humilité, hein, parce que quand on le découvre, justement, c'est un cuisinier. C'est vraiment, là, on se doute de rien avec lui. Donc, et c'est ça, c'est un personnage de Charles Soule qu'on retrouve ici en version comics, c'est ses origines. On parlera peut-être plus tard, mais il y a peut-être eu un cafouillage au niveau, dans le sens où l'histoire qu'on a ici dans le comics est limite la même histoire qu'on a dans une nouvelle qui, là, au final, se retrouve être la suite de, de ça. Je sais que tu as lu, si je ne me trompe pas, les nouvelles là, de l'espèce d'anthologie qu'il y a eu là, de la Haute Oui, République. oui, oui, Bref, Stories of Light and... yeah, yeah. parce que son surnom, le personnage, c'est la lame de Bardossa. Et tout ce qu'on a dans le comic, c'est limite la même histoire. Mais bref, en tout cas, il y a peut-être un petit cafouillage chez Lucasfilm là, de ce côté-là. Sinon, écoute, on peut peut-être commencer comme on fait souvent au niveau des couvertures. Moi, j'ai été bluffé par certaines, sauf celle qui a été choisie pour le TPB américain et pour l'album de Panini. La première, je trouve que c'est la moins bonne. Les trois autres, je trouve, sont tellement, mais tellement cool. J'ai plus le nom, je sais plus. Est-ce que tu as le nom du. Oui, oui, oui. Alors, les 4 covers sont signés Giuseppe Camuncoli. Ah, C'est Camuncoli, voilà. C'est un voilà. habitué des comics Star Wars. Notamment, on parlait pour l'émission Littérature Inquisitor, dernièrement, là, tu parlais du comics Dark Vador. C'est Camuncoli qui accompagnait Charles Soule déjà à l'époque de la série Dark Vador, Dark Lord of the Sith, le Sublime série. Voilà. Et ce qui est excellent, c'est que Camuncoli a suivi Soule pendant les 25 numéros de cette série régulière à l'époque, quoi. Donc, ouais, un excellent dessinateur. Et les couves sont très belles. Ouais. Alors, ouais, si tu me permets d'embrayer sur les couvertures. Oui. Moi, je t'avoue que je les trouve les 4 plutôt jolies, mais surtout marquantes en fait au niveau des poses et des couleurs en fait, plus que jolies parce que la première en fait elle est pas oufissime, mais je trouve qu'elle marque quand même, tu vois, avec ce Jedi encapuchonné, les yeux, la lame. Je trouve qu'elle marque beaucoup quoi. Donc tu t'en rappelles quoi. Moi, j'avais pas relu ces numéros que j'avais lus en numéro il y a longtemps, l'année dernière déjà. Et je me rappelais encore de cette couverture en particulier, la première du tome 1. Donc elle marque la rétine quand même. Donc. Mais après, c'est vrai qu'elles font pas. Elles sont vraiment, je les trouve pas oufissimes. Mais bon, toi, t'es fan du personnage, donc j'imagine que tu les verrais bien encadrés chez toi, imprimés. Ben oui, puis même au-delà, le côté artistique, là, surtout la troisième qu'on voit ici à l'écran, là, je trouve que c'est digne justement d'un affiche, d'un cadre. Là, mais bon, l'espèce de soit lever ou coucher de soleil, il me semble que c'est un lever de soleil dans l'histoire, mais en tout cas, bref, peu importe. Mais je crois que tu voulais nous dire aussi au niveau des variantes, il y a des couvertures variantes qui valaient le détour. Ouais, voilà. C'est la déception, c'est que en espérant que Panini imprimera les variantes en fin de tome, mais je trouve ça très décevant que les personnages principaux de cette mini-série, c'est Porter et Barash, et les 4 couvertures des 4 numéros, il n'y a pas du tout Barash sur les couvertures. C'est très très dommage parce que on le verra plus tard, mais c'est un personnage très très intéressant et des variantes cover qui la présentent sont juste magnifiques. Si vous voulez taper, il y a la variante numéro 3 et 4. Celle de Women's History Month, justement, avec l'excellentissime Peach Momoko au dessin, dans un style un petit peu manga japonais, là, c'est superbe. Et quasiment toutes les couvertures, on les a pas là malheureusement, mais avec Barash en pleine page, ou même le couple Barash-Porter, je les trouve superbes, quoi. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas sélectionné celle-là.
pour les numéros. Mais bon, Ouais, ça je suis évolue. d'accord que vu l'importance du personnage dans l'histoire, ça aurait été approprié de l'avoir en couverture. On peut peut-être Mhm. mentionner, est-ce qu'on l'a dit dans le résumé, mais c'est ça, c'est frères et sœurs, mais on pourrait dire se sont auto-adoptés un l'autre, dans le sens c'est eux qui ont décidé, OK, maintenant nous sommes frères et sœurs, on peut dire ça comme ça, là, dans le sens où il n'y a pas de lien réel de parenté entre Ouais, les deux voilà, personnages. c'est ça. Bah, l'histoire est racontée au cours du tome, en fait. Tu as un petit peu de leur passé dans les 4 numéros, en fait. Et petit à petit, dans un âge de plus en plus avancé, tu les Ouais. rencontres pour la première fois en tant que jeune youngling, je dirais. Ils font leur rencontre là. Et direct, tu vois, ils s'apprécient énormément. Mais ils vont grandir, ils vont devenir adolescents, ils vont s'apprécier encore plus. Mais ça va pas franchir la barre de la romance, tu vois. Ils vont rester Mhm. un amour platonique fraternel, quoi. Et ils vont se faire une promesse de rester tout le temps ensemble, mais il n'y a vraiment pas ouais, de romance, d'amour Ouais, vraiment non, ben moi, romantique. je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à la chose dans la vie de tous les jours. Moi, personnellement, j'ai effectivement beaucoup d'amis féminines Mhm. dont une, effectivement, qui m'appelle son frère. Donc, relation là, très, très proche, mais c'est ça, aucunement Mhm. romance ou quoi que ce soit du genre. Fait que j'ai pas une misère à suivre ça. Là, on tombe tout de suite dans l'histoire, mais bref, j'ai bien aimé aussi ces backstories-là, ces flashbacks-là. Entre autres, là, c'est ça, un moment nécessairement dans la vie d'un Jedi. Ils peuvent être envoyés en mission, ils peuvent être éloignés, tout ça, et les deux vont manigancer pour se retrouver, dans le fond, vont vraiment comploter là, en faisant croire, pour faire croire en fait à l'ordre Jedi qu'ils sont beaucoup moins efficaces quand ils sont séparés. Donc, Mhm. pour être toujours réunis, ils vont faire exprès, en fait, d'être incompétents ou c'est ça, comme s'ils perdaient leur lien avec la force, tout ça, parce qu'ils sont éloignés. C'est Ouais, ouais, c'est intéressant ça aussi. Ouais, ouais. un petit complot chez les Jedi. Mais ouais, on est peut-être allé tout de suite un peu loin du côté de l'histoire, du côté des dessins. Mhm. C'est compliqué. C'est Ah, compliqué hein, cette fois-ci. Ben, déjà, deux dessinateurs, deux oui, styles voilà. graphiques différents. Moi, j'ai Mhm. été horrifié au début Ah oui, à ce avec point-là. ouais, les dessins que j'aimais pas du tout le style. Alors qu'il y en a que c'est l'inverse, vont trouver que le second dessinateur, là, que j'ai perdu le nom, mais Morales. Morales, je trouve. Oui, peut-être un style plus générique. Rien de Mhm. flamboyant, rien de marquant qu'on va s'en souvenir. Mais je sais pas, ben, qui accroche beaucoup moins les yeux. Le Mhm. style de Castiello, j'ai beaucoup de mal. Ah ouais. Beaucoup de mal. Je sais pas si on a des images. On en a quelques-unes. Mais c'est ça, c'est des traits, des traits pas grossier, mais c'est ça. C'est pas très joli, je trouve, à Mhm. l'œil, vite comme ça. Puis là, c'est des belles images que je vous ai sélectionnées. Parce que c'est ça. Parfois, il y a beaucoup moins de détails que ça. Tu vois, ok, mais je comprends ton point de vue vraiment. Euh, Ben, Moi, tu vois, on aime ou on n'aime pas, je pense. Voilà, parce que moi, je t'avoue que évidemment la différence entre les deux dessinateurs est flagrante, hein. Et ce qui est embêtant, c'est que Marco, il est sur les numéros 1 et 4, et Morales, il est sur les numéros 2 et 3. Donc, en sandwich entre Ouais, Castello. puis, mais dans le premier numéro aussi, hein, à un moment donné, d'une page à l'autre, on tourne la page et là, on a changé de dessinateur. Donc, Mhm. ça c'est quelque chose que je déteste, là. Ah, Les ouais, gens, ouais, ouais. les habitués s'en souviendront. Mais je comprends bien, surtout que les deux sont des grands dessinateurs de comics qui ont énormément d'expérience. C'est vraiment un style, hein, c'est pas que le gars Mhm. est mauvais Ah ouais. ou quoi. Moi, comme dit, j'aime beaucoup les deux styles. Et j'aime bien le premier, Marco Castello, du coup, qui fait plus vintage, du coup, plus comics Legends. Moi, je rappelle dans Mhm. Legends C'est vrai. des comics pareils, assez grossiers, un peu plus vieillots, quoi, un peu plus vintage, hein. Le mot est adéquat. Et justement, pour l'histoire qu'il raconte, on en parlera plus dans le scénario après, mais je trouve que ça colle bien au côté vintage, quoi, parce que l'histoire me fait très penser à du Comics Legends, quoi. L'autre est plus moderne, entre guillemets, mais plus classique et plus passe-partout, quoi. Il n'y a pas vraiment de Ouais. style, je trouve, mais ça reste très propre aussi, quoi. Point commun pour les deux, les splash pages sont très très belles, quoi. Vraiment, mention spéciale la dernière du numéro 3, je sais pas si tu l'as là, où Non. ou même du numéro 4. Ben, du coup, c'est les deux dessinateurs différents. Les deux dernières pages du numéro 2, numéro 4, numéro 3, numéro 4, pardon, superbe, hein, quand Ouais. Barrage protège Porteur, là, c'était superbe, quoi. Donc ça,
je sais pas ce que tu en penses toi, mais je trouve que le truc qui fait la différence aussi, tu as dû le remarquer, c'est le coloriste en fait. En fait, le coloriste est différent de celui du numéro 1 et de celui du numéro 2, 3, 4. Donc en fait, les Ah, ok, couleurs du j'avais pas premier, remarqué. ouais, pourtant, ouais, les couleurs du premier sont plus délavées, plus pastel, qui donnent encore une fois un style encore plus vieillot, entre guillemets, au dessin. Alors que des numéros 2 jusqu'à la fin du tome, en fait, c'est beaucoup plus flashy et plus moderne, encore une fois. Du coup ouais, ça m'a vraiment choqué, même si je trouve ça plutôt pas logique, mais facile à suivre, en fait, parce que le numéro 1 se passe ailleurs, numéro 2, 3, 4 se passe sur une autre planète. Donc en fait, la distinction se joue bien, quoi. Tu as une partie avec un dessinateur particulier, une couleur particulière, sur une planète particulière pour une aventure qui a un peu rien à voir, c'est un peu l'introduction des persos. Et Ouais. après, sur le 2, 3, 4, tu auras un truc un peu plus cohérent graphiquement, quoi. Mais bon. Moi, ça ne m'a pas vraiment gâché la lecture, mais bon, ça dépendra des goûts, comme toi, apparemment. Ça t'a un peu. Ben oui, ça sera pas ni un ni l'autre. En fait, dans les 4 cas, là, 2 dessinateurs et coloristes, ça sera pas mes favoris. Ça ne passera pas l'histoire dans mes favoris, même si je remets pas en doute leur talent, leur expérience, tout ça, là, mais c'est ça. Des fois, c'est des questions de goût personnel. Sinon, c'est ça, au niveau visuel. Mais tu sais, comme tu dis, il y a des scènes marquantes. Vraiment, là, Ah c'est ouais. quand même épique là, que ce qu'on va vivre. On en parle un peu au niveau de l'histoire, mais donc c'est ça. Il y a quand même des cases puis des pages très, très Ah ouais, ouais. spectaculaires. Je pense entre autres au lancer, il va neutraliser à un moment donné un char d'assaut en lançant son sabre, sa fameuse lame dans le canon, on va dire, Ah oui. du tank. Là, Donc, c'est ça. Tu vois, juste de mémoire, je me souviens de cases comme ça, même si ça fait un certain temps que je ne l'ai pas lu. Côté histoire, écoute, moi, j'ai fini avec le négatif. On va dire ça Oh. comme ça, dans le sens où vraiment, je trouve que le négatif de ce roman-là, c'est le graphisme, et le positif, c'est l'histoire. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si je vais quand même admettre que jusqu'à la fin, ou en tout cas, à part la relation frère-sœur, le personnage de Barash, tout ça, c'est vrai que ça pourrait tout à fait être un comics légende. Ça pourrait être un comics qui se passe pendant la prélogie. On a des Jedi envoyés sur une planète, il y a un conflit, ils vont essayer de faire de l'arbitrage, finalement ils vont finir par se battre. C'est vrai. Néanmoins, ça reste très divertissant, ça suit bien, c'est bien écrit, etc. Et s'ajoute à ça tout le côté des 2 personnages. Souvent, quand on a trop de flashbacks ou en 2 temps, j'aime pas ça, alors que là, je trouve que c'est très fluide. Donc, c'est ça, le personnage de Porter Engle, je le trouve bien. On retrouve le Porter Engle en version plus jeune, évidemment, mais de la phase 1. Quand même, au niveau caractère, même s'il est peut-être moins posé, moins calme un peu, mais n'empêche, c'est pas non plus un loose cannon. Là. Et le personnage de Barash, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je sais pas, est-ce qu'on dit tout de suite le petite référence, le petit... Oui, si tu veux. Dans le fond, c'est Barash Sylvain. Et non, la référence, c'est que ce n'est pas une référence à Sylvain de l'équipe de Star Wars en direct. Là. Non, c'est son prénom, Barash. Ça va même devenir ce qu'elle va faire à la fin de cet album-là. Elle va quitter l'ordre. Justement, non, elle va pas quitter l'ordre. Elle va se mettre en retrait. C'est ça. Elle va pas quitter l'ordre officiellement. Elle va pas renier. C'est pas comme Ahsoka, par exemple. Voilà, elle s'éloigne plus de l'ordre. Ouais, c'est ça. Elle va un peu comme partir en méditation, tout ça. Et plus tard, quand on retrouve ça dans la série de Charles Soule, Le Seigneur Noir des Sith, au tout début, justement, c'est un concept. C'est devenu je pense qu'en français, c'était la voie de Barash ou le chemin de Barash, en tout cas. Mais c'est carrément c'est devenu un nom commun. Là, quand un Jedi veut se mettre en retrait et passer ses journées à méditer sur la force, tout ça, là, c'est ça, maintenant, il appelle ça la voie de Barash. Donc, c'est ça. Fait que juste avec son prénom, on pouvait se douter tout petit peu là, de ce qui allait arriver avec elle. Je trouve ça excellent. Ouais, ça, mais vraiment un personnage très cool. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pourtant, c'est pas... Parce que lui, c'est un peu le bourrin du duo. Même je sais que j'avais vu quelqu'un commenter ça qui disait c'est un peu comme une diade
Ah, un c'est peu vrai, comme c'est vrai. Rey puis Kylo. Là. Mhm. Fait que lui, c'est les muscles, on va dire, l'action, justement, le Mhm. combat au sabre, tout ça. Elle, c'est diplomatie, puis aussi talent dans la force, là, justement, par rapport à la méditation, télékinésie, tout Mhm. ça. Complètement. Mais c'est ça, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, c'est un personnage, en fait, je vais être déçu de ne pas la retrouver dans d'autres histoires. Oui, oui, oui. Après, qui sait, peut-être que c'est une race particulière hein, qui vit Mhm. relativement longtemps. Ah, c'est vrai qu'elle vit moins longtemps que la race de C'est Porter vrai. Engle, c'est mentionné. Donc Porter Engle, qui lui est un Icrukien, du coup, qui est dit être une race qui vit très longtemps. C'est pour ça qu'on le retrouve 150 ans plus tard, donc vieux, mais toujours là et fringant quand même, dans la phase 1. Et Barash n'est plus là, techniquement, donc ouais, effectivement, est-ce qu'on pourrait pas la revoir dans des petites histoires entre la phase 2 et, je sais pas. En tout cas, oui, c'est un personnage très très intéressant. Moi, j'aimerais rebondir sur le Barrage Beau que tu disais, hein, la voix Ouais, de ouais. Barash. Et donc, ça, je trouve ça excellent. J'adore ça. Quand tu as un petit concept, mais de rien du tout, qui est juste droppé Ouais. par là par un auteur, Ah, puis on et parle qui. de il y a 5 ans, 6 ans même, Ouais, 2017, même ouais, c'est. 2016, 2017, là, dans ces Ouais, années-là. ouais. Ouais, Et qui reprend, là on a vu le même avec Inquisitor, tu vois, les petits détails de ouais. cette époque, qui est repris et qui est plus développé. Je trouve ça génial. Il faut savoir qu'il y a Olivia, qu'est-ce que je dis? Claudia Gray aussi, qui avait repris le concept dans le roman Into the Dark. J'ai pas le titre en français, Into the Dark, ça va être En pleine ténèbres peut-être. Anne Teneb, ouais. Ouais, c'est ça, où tu avais le personnage de, comment il s'appelle, Des Raiden, qui est un des héros du roman Young Adult, qui était trauma par sa bataille avec les Drengir et qui a aussi voulu s'éloigner de l'ordre, mais rester et travailler sa connexion à la force. En fait, c'est ça qui est Mhm. important, c'est qu'on peut pas dire que Ouais, Luke, par exemple, c'est ou pas ceux Yoda. qui abandonnent l'ordre comme Dooku, tout ça, là. Voilà, ou ceux même qui s'éloignent, enfin, bon, techniquement, il n'y avait plus d'ordre, mais Yoda et Luke, qui se ferment vraiment à la force. Non, eux, là, Barash, qui a commencé ce principe, et donc le Jedi qu'on voit dans le comics de Charles Soule et donc Des Raiden, eux, ils communient vraiment à la force pour travailler leur connexion, et ça leur prend tellement de temps et d'énergie, j'imagine que, bon, ils s'éloignent de l'ordre. C'est pas comme non plus les Wayseekers, Ouais, non, ça, c'est comme autre chose, Orla. là. Ouais. Voilà, ça c'est encore autre chose, carrément un titre de l'ordre Jedi, donc techniquement oui, ils sont un peu plus indépendants, mais ils font un Ouais, un peu peu leur des bail. explorateurs. Voilà, mais c'est pas vraiment ça quoi. Et je me demande si Obi-Wan finalement sur. Ah ben non, il se ferme un petit peu à la force aussi pour pas être. Obi-Wan sur Tatooine, il fait pas le barrage veau techniquement, ou il y a pas vraiment d'ordre En quoi. un sens, oui, mais bon, d'un autre côté, il n'y a plus d'ordre Jedi à ce Mm. moment-là, donc C'est ça. je sais pas si on peut Ouais. vraiment. Mais en tout cas, ouais, c'était super intéressant et c'était une surprise, hein, vraiment, quand tu disais, c'est un prénom assez particulier, donc qui marque, et Mm. le barrage Vaux, c'est un concept qui m'avait marqué. Alors pas, je me rappelais pas de 2017, enfin, je crois que j'ai lu plus tard, hein, tu me diras le comics, mais je me rappelais surtout de cette mention dans le roman de Claudia Gray, et c'était Ok. vachement intéressant de Moi, faire tu vois, le lien. celui-là, je me souvenais pas. Mais c'est ça, je me Non, mais souvenais. comme J'ai quoi, tellement aimé la série Vador, le Seigneur Noir des Sith, là, je l'ai ouais, lu souvent. Euh, ouais, on est mais complémentaires. fait que c'est ça, moi, l'écriture de Charles Soule, c'est ça, je la trouve Mhm, excellente. Il est avec ses concepts, ses personnages, tout ça. mhm, Évidemment, ça ne vient pas. On pourrait faire une critique dans le sens où ça ne rejoint pas le reste de la phase 2 vraiment. Non, Le c'est vrai, c'est seul très lien, c'est que indépendant. ça se passe 150 ans avant la phase 1 et qu'on évidemment on suit des personnages de la phase 1. Ben, un personnage. Mhm. Mais dans ce cas-ci, on ne rejoint pas là, que ce soit la bataille de Jeddah ou peu importe là, Mhm. comme dans d'autres comics. Ouais, exact, ouais, 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 c'est très très indépendant. D'un autre Euh, côté, ça en fait justement quelque chose qui peut se lire par n'importe qui, dont ceux qui ne sont pas du tout à jour avec la Haute République. mhm. Donc, Ouais, et ceux complètement. justement qui aimaient les fameuses justement aventures de ce style-là de Jedi là, qu'on avait beaucoup dans les légendes. Ah, Donc, ben voilà, je voulais mentionner ça. Je voulais partir sur ça, là, si tu me ouais, permets. ouais, vas-y. Ouais, déjà, je voulais te demander, ouais, je me rappelle, lors de la critique de Light of the Jedi, donc le premier de Charles Soule, là, le premier roman d'ailleurs, c'est le gros premier roman de Star Wars de Charles Soule, Mhm. t'avais flashé sur ce personnage de Porter Engel. Je Ouais. t'avoue que j'avais un peu oublié moi de ce qu'il faisait dans le roman et t'avais vraiment adoré. Je me rappelle tes commentaires encore lors de l'émission. Je disais, ah ouais, ouais, et puis moi je disais, ah, mais c'est qui déjà Porter Engel? Lui c'est le cuisinier, mais qu'est-ce qu'il fait C'est dans le le roman? cuisinier, c'est important, un cuisinier dans Ouais, ouais, l'histoire. ouais, mais encore une fois là, tu vois, j'ai du mal à me Ah rappeler ce non, qu'il non, faisait il dans ce. faisait toutes sortes de. C'était autant au sol, parce qu'il y avait toute une bataille. Il y avait eu des visuels aussi, hein, c'était une couverture variante, là, il chevauchait, une espèce de cheval là,
C'était les Jedi versus les Nihil là, qui se fonçaient dessus. Ces acrobaties aussi en vaisseau, là, je me souviens plus comment ils les appellent, les vaisseaux des Jedi à ce moment-là. Ah oui, mais... les Vectors. Les vecteurs, ouais. Fait que bref, ouais, non, c'est ça. Le personnage que j'avais trouvé très, très, très cool. Puis qui a une réputation aussi. Donc là, ça titille, comment dire, la curiosité de savoir, OK, mais pourquoi la lame de Bardossa, pourquoi ce cuisinier-là est tellement respecté dans l'ordre Jedi, là? C'est une légende vivante qui a décidé de se retirer. Fait que bref. Ouais. Ben, moi, je t'avoue que la lecture mois par mois, là, numéro par numéro à l'époque, un style mini-série que moi j'attendais vraiment chaque mois avec impatience parce que dès le premier numéro, ça m'a accroché de ouf, quoi. Que ce soit le personnage de Porter, t'as dit, de Barash. Effectivement, c'était vraiment un duo de personnages qui me plaisait vraiment, qui était très mystérieux dans la phase 1, en mode Jedi cuisinier, comme tu dis. Donc, c'était original aussi, on n'avait pas encore eu ça, je crois, des Jedi cuisiniers, quoi. Ouais, non, pas dans ce style-là. Puis, il y a une profondeur aussi, on l'a pas, je le mentionne parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, dans le sens où, oui, avec ton résumé tout à l'heure, on voit le parallèle avec la bataille de Troie, puis bon, la princesse, puis c'est ça. Mais on se demande aussi, est-ce que c'est du vrai amour? Est-ce que c'est une machination? Est-ce qu'elle est complice? Ou même chose avec les autres personnages, là, le prince, la reine, si je me souviens bien, en tout cas. C'est ça. Fait que bref, non, c'est ça. Moi, tous les volets de l'histoire, je les ai bien aimés. Tu sais, ceux qui assiègent, qui ont des bonnes raisons de le faire, ceux qui sont assiégés. L'armée là, débarque des mercenaires qui, bon, eux sont payés, mais là, c'est le reste de l'armée qui est déjà là. Il y a une certaine, comment dire, ils sont dubitatifs un peu là, des événements qui vont suivre. Fait que non, c'est ça. C'est Porter Engle qui va, en pensant se sacrifier, ou en tout cas, il y a pratiquement des adieux avec sa sœur, dans le sens où ils savent que c'est très, très, très dangereux ce qu'il s'en va faire. Il va affronter la totalité de l'armée pour faire gagner du temps. Pour faire gagner du temps aux gens assiégés. Et c'est ça. Moi, c'est le sens du sacrifice, tout ça, là, tu sais, comment en France, le baroud d'honneur, l'expression française qu'on était très surpris de découvrir quand il y a eu un roman de Daniel Rosé-Holder qui s'appelait comme ça. Là, au Québec, c'est une expression qui est zéro utilisée. Mais non, c'est ça. Moi, personnage que j'adore. Et là, Charles Soule en a rajouté une couche en lui donnant ce personnage-là de sa sœur que j'ai tout autant adoré et pour des raisons complètement différentes. C'est ça que je trouve génial de cet auteur-là. Là. Il réussit vraiment à capter mon intérêt. Fait que c'est ça. Moi, vraiment, c'est juste au niveau visuel que je suis déçu de ne pas avoir eu un Marco Checchetto ou bref, d'autres dessinateurs. C'est un peu de la même façon, j'aurais pas aimé avoir un style cartoon non plus avec cette histoire-là. Ah oui, Autant avec un Docteur Aphra, je suis très à l'aise d'avoir un style cartoon. Là c'est pas ça. Je voulais un style épique. Et je l'ai pas. Changement de dessinateur, changement de coloriste. Ça t'a gêné. Ouais. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais souligner? Ah oui, complètement. Je vais pas vraiment donner mon avis sur le scénario, donc je vais y aller là. Ouais, en plus, il faut noter qu'au moment de la sortie numéro par numéro, là, je reprends sur ça, ça sortait en même temps, en alternance avec les Hidden Empire, là, l'affreux crossover de Charles Soule, malheureusement. OK. Ça venait de te donner un peu d'espoir. Exactement, ouais, ça remontait vraiment le niveau, quoi. Non, alors voilà, je vais le mentionner là de suite, mais lors de la lecture, moi, j'ai beaucoup pensé, et c'est pour ça que j'aimerais bien que Seb ou Jeff, les grands connaisseurs de l'équipe du Legends, me disent ce qu'ils en pensent. Mais moi, il y avait un parallèle à faire avec l'excellentissime, pour moi, le meilleur comic Star Wars, tout confondu, qui s'appelle Tales of the Jedi, de Tom Veitch et de Kevin J. Anderson. Le côté très fantasy en fait, c'est un temps, Tale of the Jedi, qui se passe des milliers d'années avant la prélogie. Du coup, les lightsabers sont encore des câblés dans une espèce de batterie que tu mets sur la ceinture. Très très vieux. Là, ouais, je sais pas si tu l'as vu. En fait, la description, je l'identifie tout de suite. Là, famille, les protos, je pense que c'est des proto-sabres, un truc comme ça. Ouais, voilà, les proto-sabres. Ulrich Namar, le personnage préféré de Seb, qu'il a nommé pendant la 900e, ça vient de ce comics-là. Et le côté fantasy,
plus que science-fiction là, de Star Wars, voilà, de retrouver une planète isolée, tu as des châteaux, tu as des princes, des princesses, des histoires d'amour interdits entre les différentes factions, quoi. Tout ça m'a fait penser grave à Tale of, quoi, et c'était génial, vraiment, Mhm. mais même le feeling, quoi. Rien que le nom Ouais, de la ben, planète. je vais mentionner aussi, que, vu que tu le dis, moi, ça me faisait penser à deux autres références ben, science-fiction fantasy. Un, c'est Dune. Je trouvais qu'il y avait des relents de Dune dans Ah cette oui, attaque-là, ce siège-là. Et du Seigneur des Anneaux, ah bah oui, la évidemment. fameuse porte, le siège, tout ça. Ah oui, non, mais Parce complètement, mais c'est qu'effectivement, on marrant. est dans une forteresse un peu au milieu de falaises, là, donc Ah ouais, bah, le gouffre de Helm, voilà, j'ai complètement le gouffre d'elle. pensé. Là, tu finis le numéro 1, tu as cette ville fortifiée avec toutes les armées devant. Ben, c'était avec les montagnes derrière, quoi. Donc, non, c'était vraiment le gouffre de Helm pour moi. Et oui, tu mentionnes le Seigneur des Anneaux. J'ai énormément pensé au Seigneur des Anneaux, et effectivement, ben, notamment au niveau des noms des forces en présence, quoi. Déjà, la planète, elle s'appelle Gansevoor. Ça fait très Seigneur des Anneaux, quoi. Très Mordor, Mhm. Gandor, tout ce que tu veux, quoi. Le château, enfin, ouais, oui, le château, c'est Est-ce Firevale, pardon. Donc ça fait très, encore une fois, Seigneur des Anneaux. La Force ouais. est appelée Magie, c'est un coin très très reculé dans la galaxie. Du coup, ils Ouais. connaissent pas vraiment la Force, que ce soit les deux factions, hein, que ce soit Firevale ou les Bétunes, si je me rappelle bien. Donc ils parlent de magie Mhm. pour les Jedi. Donc il y avait ça. Oui, il y a un moment, il y a un passage en créature volante, et ça m'a énormément pensé au Drexel, je sais pas comment prononcer ça, qui sont aussi un passage où tu as dans Tale of the Jedi, encore une fois, où tu as des Jedi qui chevauchent des créatures ailées qui vont attaquer, pareil, un château assiégé, tout ça, c'est exactement la même chose, quoi. Et du coup, le parallèle était super, super intéressant et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, quoi. Après, ben, je te rejoindrai sur Porter Engel, pardon. Extrêmement cool, très stylé. J'aime beaucoup bah, le style de combat, quoi. Il utilise donc sa lame, une espèce de plus petite lame, un petit peu comme les samouraïs, là, en plus de sa grosse lame. Le style de technique qu'il utilise aussi, c'est très intéressant. C'est quand il va sur la planète, justement, Gansevo, il s'entraîne un moment avec un autre Jedi dans le vaisseau, et puis il va utiliser la force pour. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu en film, par exemple, et qui serait intéressant de voir, quoi. Parce que pourquoi ils n'utiliseraient pas la force pour enfin, se battre en duel avec l'autre Jedi pendant que bah, l'épée flotte toute seule grâce à la force et lui il passe par derrière pour avoir son adversaire par surprise, quoi. Donc ça c'était une Mhm. technique que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve ça original, quoi. J'avais jamais vu trop ça dans Star Wars, quoi. C'est vrai. Ça c'était pas mal. Donc ouais, le gars est très très. Alors j'ai beaucoup aimé son caractère aussi parce que le gars dès le départ on te dit alors il cuisine. Première scène il cuisine. Tu dis ah bah oui c'est le Jedi cuisinier de la phase 1 donc il cuisine normal. Mais en fait non, au début il s'entraîne et il n'est pas encore aussi qualifié qui sera dans la phase 1. Du coup, il dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas bon, mais il faut que je progresse, il faut que je donne le meilleur de moi-même, machin. Et il dit pareil concernant le duel au sabre laser, où il dit, ouais, je suis pas très très bon, mais bon, il faut que je progresse, il faut que je m'entraîne, machin. Le gars est Ouais. tout le temps, il se motive, tu vois, comme ça. Alors que c'est un. Bon, C'est la peut-être. formation continue, Jean, qu'on appelle ça. Exactement, tu l'avais mentionné précédemment, c'est exactement ça. Il est en formation continue permanente et c'est génial parce que, ben, bon, peut-être pas en cuisine, mais au lightsaber, il est très très doué, mais il se dit pas assez doué qu'il faut qu'il progresse, donc c'est super intéressant. Je trouvais ça rigolo. Le, le duel, comment t'appelles ça? Ouais, l'échange de dialogue entre le porteur et sa sœur, du coup, Barash, je trouve ça super, super fluide, super intéressant. Je trouvais très très bien écrit les dialogues. T'as un moment justement où Porter va sortir une punchline et Barrage va faire une vraie réflexion sur cette punchline en disant ah, non, c'est pas mal ta punchline là. Ouais, 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 j'avais pensé avant, je sais pas quoi. Petit dialogue mais très très savoureux là, c'est vraiment très très Ouais. sympa qui permet justement de vraiment de vraiment ouais ouais vraiment apprécier cette relation fraternelle là, entre les deux personnages. Mm. Donc ça c'est très très cool. Barash ultra fan, mais vraiment. Alors pareil, il s'appelle Barash Sylvain, Elf, Seigneur des Anneaux. Enfin voilà, moi chaque lien je les ai cochés. Je dis, ah, ça fait mention au Seigneur des Anneaux. Donc très très cool. C'est vrai que Dune, j'y avais pas pensé, mais effectivement ça fait très très Dune aussi. Voilà voilà. Après il y avait quoi? Tac, 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 la relation, ça c'est fait. Le décorum aussi, j'ai beaucoup aimé. Le premier décor, la première planète, le Boneworld, moi ça m'a beaucoup fait penser à Conan le Barbare. Encore une fois, de la fantasy, quoi. C'est une planète Mhm. pleine de squelettes et ouais, de fossiles, quoi. Donc le paléontologue en moi était ravi. Et non, c'était une planète très intéressante. J'aimerais bien y retourner sur cette planète et voir un petit peu, explorer un petit peu. Même s'il se passe pas grand-chose, en soi, c'est plus une présentation des personnages. Mais je trouvais ça intéressant.
Et puis il y a une espèce de concept, alors est-ce qu'on l'avait vu ça avant, mais un concept de mission de Jedi. Alors pendant la prélogie, c'est l'ordre Jedi qui t'envoie en mission, pam pam. Là, ils ont une espèce de... Bon, on est dans la frontière, on est dans la limite vraiment connue de l'univers, de la galaxie. Et puis ils ont une espèce de droïde, et une machine en mode chasseur de primes où ils sélectionnent leur mission, les Jedi, comme ça. Et puis c'est comme ça qu'ils ont sélectionné leur mission sur la planète Fantasy, là. Et j'ai trouvé ça intéressant comme concept. Je dis, ah oui, pourquoi pas, quoi, d'aller prendre une mission comme ça directement via un ordinateur, quoi. Ouais, un peu comme des chasseurs de primes qui Ouais, sélectionnent. un petit peu ça, ouais. Et le côté, ben là, on voit beaucoup le côté diplomatique des Jedi. Parce qu'on se dit, ça y est, donc, ils vont sur cette planète, baston entre deux factions, siège d'un château, grosse armée, machin. Mais direct, Barash notamment, parce que Barash est beaucoup plus posé, hein, tu l'as mentionné. Porter est beaucoup plus les mers, les muscles du duo. Elle est vachement plus posée, elle est en mode tout calme, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et elle va parlementer. Donc elle va parlementer avec déjà la première faction. Elle va parlementer avec la seconde faction. Et donc elle est calme, eux se calment. Ils vont discutailler, machin, ils vont faire la connaissance du fameux général, tout ça. Et tout ça, ça va arrêter les combats à un moment et tout. Ils vont demander d'arrêter le cessez-le-feu pendant l'enquête et tout. Donc ça, c'était très très intéressant de voir le côté diplomatique des Jedi plus que le côté action en fait. Donc, Ouais, puis mais pendant que tu mentionnes ça aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on va avoir beaucoup, surtout dans des séries de comics où est-ce que les caractères, les caractéristiques, les traits sont très très marqués, souvent à la limite de la caricature. Là, on est dans deux personnages équilibrés quand même. Quand je disais bourrin un peu plus pour lui, puis c'est ça, réflexion un peu plus pour elle, mais pas complètement blanc ou noir. Là. C'est vraiment les deux ont des bonnes compétences au combat, les deux prennent quand même un certain recul, tout ça. Donc, c'est ouais, très bien dosé. ouais, excellemment bien écrit, excellemment bien dosé. Non, c'était vraiment, non, c'était un plaisir, quoi. Le seul petit point faible, je dirais, ça serait, c'est bête, mais ça serait la longueur de la mini-série. En fait, 4 numéros, bah, dont le siège, c'est techniquement 3 numéros, et en 3 numéros, il règle le problème. Alors que j'aurais Ouais. adoré, genre une série, une maxi-série en 12 où il développe vachement plus les personnages de la princesse, du prince, de la reine, du général, de la chasseuse de primes, qui est un style aussi, j'adore le dessin de ce chasseuse de primes là. Mhm. Et ouais, plus développer un peu les relations, un peu la Game of Thrones, tu vois, parce que ça fait penser Ouais. aussi à ça. Euh, Ça aurait pu, ouais, c'est vrai. Quand tu disais ça au début, je me demandais s'il y avait, c'est toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment matière à plus de volume, mais tu as parfaitement raison, on aurait pu avoir un 8-10 numéros facilement. Ah ouais, facile, ouais. Mm. Ouais, carrément, carrément. On peut plus rester avec eux. Donc pareil, moi j'espère. Alors, la fin du tome, du tome, tease un retour, donc The Return of the Blade, ou comment ils appellent ça? T'as un petit peu, je l'ai ici, de Broken Blade. C'est ça, The Donc, Broken Blade. Ouais. Donc voilà, donc ça tease un retour, donc j'espère de Barash en plus de Porter. On ne sait pas si cette prochaine mini-série là de Broken Blade fera partie de la phase 3 pour l'instant. Elle a été annoncée, mais elle n'a pas été annoncée comme partie de la phase 3. Donc on verra. Ben, comment dire, on le suppose de facto, mais c'est vrai que ça pourrait tout à fait être complètement à part du reste de. Tu sais, ça pourrait être dans 3 ans, une fois que la Haute République, le livre est fermé. Là. Ça pourrait Complètement, très ouais. bien être une série à part. Là. Quand la Haute République va être un peu comme la prélogie, la postlogie, etc., une période comme une autre. Ou même pendant la phase 3, un truc complètement qui n'a rien à voir, quoi, qui se passe entre la 2 et la 1, quoi. Donc ça serait un petit peu antinomique, mais vu qu'elle est déjà teasée là, je pense pas qu'on attendra tant de temps quand même. Je pense que l'année prochaine, on est parti, quoi. Mais Oui, je pense qu'ils vont garder le rythme. Là. De toute façon, je ouais, pense qu'ils veulent raccorder un peu avec la série de télé, là, The Acolyte. ouais, voilà. Ça. Ouais. Donc ça, il y avait quoi? Oui, voilà, bon, on mentionne vite fait le conflit Eram et Renault, hein, donc pour dire qu'on est quand même dans la phase 2, mais comme tu le disais, pas vraiment de lien avec tout le reste. Donc là, c'est juste histoire de dire, pour régler le problème sur cette planète-là, pourquoi ne pas faire comme Aram et Renault qui ont uni leurs leurs héritiers pour apaiser les conflits. Mhm. Là, ils pensent à faire ça aussi, donc c'est pour ça qu'ils le mentionnent vite fait, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment le seul. Ouais, tu sais, c'est une histoire de Jedi, donc il y a le côté inévitable que c'est une fin pacifique qui est recherchée, ou en tout cas un compromis entre les parties. Là, donc le côté guerre totale, là, ça va s'achever à l'annihilation de l'autre camp, est associé au côté obscur, aux méchants dans les histoires, alors que les gentils font des compromis et s'entendent. Ça se comprend.
Ça se comprend tout à fait là, de la part des auteurs et de Lucasfilm, même si c'est ça. Mon côté réaliste fait que je serais. Puis tu sais, ce conflit-là, cet exemple-là, est un bon exemple de quelque chose que ce serait intéressant de revoir, dans le sens, parce que tu mentionnes le conflit Eram et Renault, qui appelle même la guerre éternelle, là, le Forever War. Ben, effectivement, c'est ça, il y a des peuples faits pour se détester, tu comprends, il y a des situations, des conflits d'intérêts aussi, qui ne peuvent qu'être, on pense aux ennemis héréditaires sur Terre, là, entre la France et l'Angleterre, entre le Japon et la Chine, je crois que le record, d'ailleurs, les gens croient souvent que c'est la France et l'Angleterre qui ont le record du nombre, le plus haut nombre de guerres, les deux ensemble, mais non, c'est la Suède et le Danemark. Parce qu'effectivement, dans les deux cas, jouer à n'importe quel jeu de 4X, de simulation, de stratégie, tout ça, nécessairement, si vous jouez un ou l'autre, vous allez finir en guerre. C'est inévitable. Mais bon, voilà. Juste pour la blague, ça, c'est intéressant de retrouver ça dans Star Wars, un petit côté. Ben c'est ça. Les intérêts d'un, c'est nécessairement en opposition aux intérêts de l'autre. Sinon, autre chose à préciser sur ce comic-là? Non, après, c'est plus des easter eggs qu'autre chose, quoi. Comment oui, donc la race de Porter Engle, justement, qui me fait beaucoup penser vite fait à Hellboy, hein, le fameux Hellboy. Ouais, à cause des deux cornes, si on peut dire. Là. Voilà, je me demandais si c'est vraiment des cornes, parce que j'ai essayé de me renseigner, donc c'est sur les Ukrukiens, et non, toutes les illustrations que je trouve, c'est vraiment des espèces de deux boules qui sont là. Ouais, c'est ça, je dis cornes parce que dans Hellboy, c'est ça, c'est ces cornes qui a tranché, là, qui liment, là. Avec un grandeur, mais ouais, fait que eux, ça serait fait comme ça dans le fond. C'est pas des cornes sectionnées. Et du coup, c'est rigolo parce que, alors, Podamron, c'est une série de comics, donc c'était une ongoing il y a très longtemps, dans la post-logie. De Charles Soule aussi. Voilà, de Charles Soule aussi, et que j'avais pas vraiment fini. En fait, j'avais lu un tome et il faut que je continue. C'est un des seuls trucs canon qui me reste encore à lire. Ben écoute, je ne peux que t'encourager parce que les derniers albums, là, la fin de cette série-là valait le détour. Donc, cool. Ouais, c'est vrai que cette série avait eu de très très bons retours et c'est dans cette série-là que Charles Soule, déjà à l'époque, a créé cette race, donc les Ukrukiens. Donc apparemment, il y a un personnage de la même race. Tu vois, je me souviens pas, faudrait que je relise. Mais ouais, c'était une série assez volumineuse, hein, c'était un ongoing. Là. Il y avait 6 albums puis des volumineux là, chez Panini, mais justement, j'avais pas vraiment accroché au début. Mais ça se construit, puis le dernier album, j'ai trouvé là, vraiment mémorable. J'encourage les gens à aller voir ça. On va se faire ça, ouais. Puis s'il y a un petit feeling X-Wing aussi, la série X-Wing Legend, ça serait pas mal. Et c'est un personnage que j'adore en plus. Bref. Et donc, une petite mention sur la race de Barash, donc c'est les Kage, ou les cages en français. Okay. Donc les Kage, c'est une race créée donc, pour l'animé The Clone Wars, mais qui a été énormément utilisé par la suite par son style, hein, un design très, très, très cool, je trouve, les cheveux blancs, la peau pâle, comme ça. C'est très, très chouette comme design. Et on a revu cette race dans plein de trucs, dans Kanan, Inferno Squad, il y avait quoi, Sanastaros, il y en a aussi, Dark Disciple, tout ça. Même dans notre République, hein, il y en a plein. Et voilà. Et donc, apparemment, ça c'est un truc qu'elle mentionne, Barrage, dans ce tome-là. C'est une race qui peut se rappeler de tout, en fait, et ce dès la naissance, en fait. Donc, ça vient mémoire, comment on dit ça, là je me souviens plus. Tu te rappelles de tout. Donc, ouais, il y a un mot pour ça. En tout cas, c'est ça, c'est le fait que Barrage se souvienne de sa famille, de ses parents, avant qu'elle réalise, voilà, que, c'est ça qui causerait peut-être aussi le Barrage Vo, là, sa volonté de quitter l'ordre et de se recentrer au niveau de la force. Parce que elle sait d'où elle vient. Et puis elle a des liens avec des personnes qu'elle aime déjà. Donc ça c'est intéressant, ça aussi, je trouvais. Donc ouais, une race et un personnage qui serait à développer, hein, franchement, ça serait pas mal. Et enfin, un petit dernier truc, alors c'était rigolo, c'est pour la blague. Le conseil donc, va envoyer Porter à la toute fin du tome sur Bardota. Alors tu te mentionnais déjà Bardota, moi c'est une planète que j'avais complètement oubliée. Du coup mentionné dans Light of the Jedi déjà, que tu disais. Ouais, c'est juste ça, le surnom du personnage. Là. Voilà, donc, et c'est une planète qui a souvent été mentionnée, mais juste mentionnée quoi, dans Rising Storm aussi, Tempest Runner, tout ça. Et même dans Doku Jedi Lost, l'audiodrama il y a très très longtemps.
Voilà. Et même dans la saison 6 de The Clone Wars. Donc c'est la première apparition apparemment. Ah, Et en fait, le fun fact, c'est juste que Bardota, c'est con, hein, mais c'est une planète nommée après Brigitte Bardot. Bardota, voilà. Et ah oui, c'était ok. dans les fun facts, quoi. Et vraiment, c'est pas une connerie, Bon, c'est vrai. bon, fait que c'est une planète sur Voilà. laquelle on peut pas chasser les phoques. C'est ça Sûrement qui pas. Ah est non, non, première, pas être écolo. ouais. Voilà, en tout Non, cas. Donc, ben, c'était je rigolo. dis ça à la blague dans le sens où au Québec, Brigitte Bardot est vraiment associée à ça. Là. Je comprends Ah oui? qu'en France, évidemment, une carrière beaucoup plus importante que résumée juste à ce combat-là. Là. Mm, Mais bon. Ben, excellent, tu vois. Et les liens, est-ce que tu. Parce que moi, je l'ai pas lu avec la mhm. nouvelle qu'il y avait dans le recueil de nouvelles. Là. Est-ce que tu t'en souviens assez Et non, pour. non, non. Mais en fait, je me demande, là, il faut que je double-check. Parce que je me demande, c'est pas l'autre recueil de nouvelles Ah, ok, qui c'est. Comment ça compilait, s'appelle? Chronique. ouais, qui compilait les nouvelles de l'Insiders, là. Celui-là, il n'est pas sorti en audiobook encore, et je crois que Ah, les ok. nouvelles fait partie de Ok. ce recueil-là. Et malheureusement, pas d'audiobook, pas de lecture, quoi. Faudrait que je me pose pour lire la version papier de Pas ça. Je sais d'écoute, plus en tout comment cas. il s'appelle. Starlight, quelque chose, le recueil, je l'ai plus en tête comme ça. Mais en tout cas, ça fait pas partie de la Stories of Light and Light, Life and Light, là, le Hmm. dernier qui est sorti, c'était pas Parce que celui-là. si j'ai bien compris, ce serait la fameuse mission sur Bardota. Voilà. Et les commentaires que j'avais vu passer, c'est que c'était pratiquement la même histoire que le comics. Donc, puis c'est aussi ce qu'on avait dans Light of the Jedi que c'était décrit, là, c'était qu'il avait affronté toute une armée de mercenaires, tout ça. Ben, c'est exactement l'histoire dans ce comics-là. Donc, puis apparemment, c'est ça, de ce que j'ai lu, il y aurait eu un petit cafouillage là, avec Charles Soule et Lucasfilm là, par rapport à ça, puis les auteurs de cette nouvelle-là. Fait que bref, peu importe. Fait qu'à ce moment-là, Jean, est-ce que si je te demandais de donner une note, est-ce que tu es en mesure de Yes. chiffrer ton appréciation? Oh, bien sûr, bien sûr. Moi, je lui ai mis un très très bon 17 sur 20. J'ai beaucoup beaucoup aimé lire et le relire, ce comics Mhm. d'ailleurs. Encore une fois, les points forts, les deux héros, notamment Barash, petit coup de cœur sur Barash, vraiment, quoi, mais porteur aussi très bien. Le côté fantasy, le fort 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 feeling Tale of the Jedi, Lord of the Rings, tout ça, c'était trop trop bien. Ça change un petit peu, tu vois, un petit peu plus Mhm. fantasy. Et contrairement à toi, les dessins et le scénario, moi, tout m'a plu, quasiment. Et les moins, c'est vraiment la courte durée de cette mini-série, quoi. C'est vraiment Mhm. que ça, quoi, qui m'a déçu, quoi. Donc, ouais, un bon 17, ouais. Et toi, combien tu le mets? Moi, écoute, ben, je reviendrai pas nécessairement sur tout ce qu'on a dit, là, mais ouais, moi, les points négatifs sont perdus par l'aspect graphique, même si je comprends qu'il y a le côté style. Il y a quand même certaines cases que je trouvais qu'il y avait un petit côté, peut-être manque de temps, là, j'aime pas dire botché, là, comme on dit ici. Puis l'alternance de dessinateurs, même d'un numéro à l'autre des fois, mais tu sais, parfois, justement, ils vont trouver des styles qui se rejoignent bien, ou le même coloriste fait qu'il y a un côté, alors que cette fois-ci, non. Je suis désolé, cette alternance. Dans le même numéro, changer de dessinateur, je veux dire, la personne a eu le COVID, là, qu'est-ce qui est. Bon. Fait que c'est ça. Je me l'explique mal. Je vais lui donner quand même un très bon 16 sur 20. Fait que proche de ta note. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment pas pour l'histoire qui perd des points. Là. C'est vraiment pour le. C'est pas pour le contenu, c'est pour le contenant. Donc oui, je serais très preneur à la fois pour une version écrite ou audiobook ou tout ça de Mhm. cette histoire-là. Fait que revisiter l'histoire sur un. Et même chose, je regardais certaines planches, j'en ai présenté depuis le début de l'émission là, à l'écran. Je paierais aussi pour revoir les mêmes choses de la part d'un autre dessinateur ou justement en live action ou en animé ou tout ça. Je trouve qu'il y a Ah ouais. des prises, des choix là, dans tout ça vraiment magnifiques. Mais je me dis, c'est dommage que le dessin soit si grossier ou si léger. Hein, bref, voilà. Fait qu'un bon 16 et de ton côté, tu t'as dit un bon 17. Ouais, On 17, va ouais, dire que ça bon. nous fait une moyenne à 16,5, c'est quand même excellent. Mm, mm. Très très bon. Ouais. Donc voilà, ben, c'est sur ces très bonnes critiques qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, on serait très curieux d'avoir votre avis sur cette mini-série-là de seulement 4 numéros, mais qui ressort un petit peu de tout, surtout de cette phase 2-là de la Haute République. Ouais, c'est vrai, elle Donc, ressort bien. ouais, sur YouTube, tout ça, n'hésitez pas à venir nous donner votre avis.
Sur YouTube aussi, là, on vous rappelle les partages, les cloches, les pouces, tout ça, ça fait une énorme différence pour nous. Donc, s'il vous plaît, faites ce petit effort-là. Même chose, venez nous jaser de ça, entre autres, sur Discord. Et voilà, on se retrouve bientôt côté littérature, prochaine émission. Est-ce que tu veux nous donner, Jean, ça va être sûr? Oui, bien sûr. Ouais, ben là, on va se faire quoi en comics? Je crois qu'il y a le Mandalorian, tome 2, Ouais, donc ça, la deuxième partie de la saison 1. Ça, je ne sais pas si ça valait la peine de l'annoncer. Ouais, voilà, bon, on commence par le... Ouais, on va spoiler nos avis, là, direct? Non, non, ouais. Mais écoutez cette émission, on va bien rigoler, je pense. Donc là, ouais, c'est la suite de la saison 1, donc le tome 2, en comics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le roman, le fameux roman que tu es en train de dire en ce moment, donc le Crimson Climb. Climb, yeah, voilà, donc on va se faire ça en compagnie de Juliane, là, à 3. Donc on va se faire cette critique-là, et en littérature, je crois que on aura rattrapé notre retard, hein, je pense, parce qu'après, les prochaines sorties, c'est novembre. Ouais. Et voilà, on est bon, là. Excellent. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.